Bienvenue dans Les Experts, l'émission qui décortique l'actualité bruxelloise avec cette semaine Aurore Pénois, bonjour. Des médias Vivre Ici, médias de proximité de la RTBF, et Yvan Vandenberg, bonjour. Vous êtes blogueur, bruxellesfuture.com, c'est votre blog. On a beaucoup de questions à attendre et à vous poser aussi. Avec à la une de cette semaine, ces images qui concernent les mêmes personnes, des demandeurs d'asile. Ils ont d'abord été évacués de leur squat, vous le reconnaissez sans doute si vous regardez régulièrement BX1, c'est sur la rue des Palais à Scarbeck qu'ils étaient plus d'1 millier. Et pour certains, ils n'ont pas pu être relogés ailleurs, malgré une organisation, avec notamment, vous le voyez ici, l'aide de la police. Ils se sont retrouvés en face du petit château, à squatter, il n'y a pas d'autre mot, mais camper même sur le territoire de la commune de Molenbeek. D'autres ont eu un peu plus de chance, ils ont été relogés dans un hôtel en Flandre, ce qui n'a pas manqué de faire réagir. On va vous poser la question à vous qui êtes avec nous ce samedi dans Les Experts. Yvan Vandenberg, vous venez de l'étranger. Quand vous êtes parti pour quelques jours, il y avait un problème rue des Palais. On savait qu'on avait du mal à gérer cette situation. Vous êtes revenu ici en Belgique. Ça ne va, on va dire, toujours pas mieux. Ça vous a surpris, vous, comme citoyen engagé, je vais dire Je ne peux pas dire que ça m'est surpris. Ça m'a scandalisé parce que depuis le temps qu'on connaît le problème, que l'afflux n'est pas plus important qu'avant, qu'on n'est pas toujours prêt, qu'on a été condamné des milliers de fois, y compris par l'Europe. C'est au fédéral à assumer ça. Il n'a pas fait. Même des gens qui avaient leur bracelet bleu et qui attendaient, on les a laissés là. C'est tout simplement inadmissible. Et effectivement, Bruxelles a réservé des chambres d'hôtel en Flandre. Peut-être qu'évidemment, vôtre aurait mieux fait de donner un coup de fil à son collègue, mais Bruxelles assume des choses qui n'est pas de sa compétence. On le fait pour ne pas les laisser à la rue. Mais je dirais, pour moi, c'est tout à fait inacceptable que le fédéral, depuis tant d'années, n'assume pas son rôle. En fait, comme si on était un État voyou qui ne respecte pas les lois qu'il a lui-même votées. Enfin, je trouve que c'est juste inadmissible, quoi. Aurore Pénois, ces gens sont là à cause d'un conflit entre la région, le fédéral, les communes, ou bien c'est plus profond dans notre classe politique ? Je pense que c'est aussi historique. J'ai l'impression d'être ici, et ça fait 5 ans que ce sujet revient. Ça fait 5 ans que quand c'est pas à cet endroit-là, c'est à un autre endroit, que c'est toujours effectivement ce côté où Bruxelles, en dernière minute, essaye de faire quelque chose tant bien que mal avec ses moyens, alors que ce n'est pas sa compétence, sans avoir d'écho du côté du fédéral. Ici, ça bouge. Et le fédéral ressort son parapluie en disant, c'est pas nous on a fait ce qu'on voulait, mais alors d'un coup, il y a plus de gens. Et ce qui, moi, en plus de tout ce qui est choquant dans cette histoire, c'est d'avoir ce bourgmestre qui vient râler juste pour le principe que personne ne l'a appelé. Donc finalement, l'analyse, c'est que pour lui, c'est limite plus choquant qu'il n'ait pas été prévenu que d'avoir des gens qui dorment dans la rue depuis des semaines, des mois, parfois des années. Alors effectivement, il y a des rotations, mais néanmoins, il n'y a toujours pas de solution globale. Or, regardez les dernières études, la Belgique a besoin d'immigration plus que jamais. Et donc, il est plus que temps, sans que ça crée un appel d'air, ce qui semble faire fuir et craindre toute la classe politique. Or, on prouve que de toute façon, ces gens sont déjà là, mais il est temps, en tout cas, que quelque chose soit fait le plus rapidement possible. Alors, on va voir ce qu'en pensent nos invités, nos politiques. Cette semaine, elle est PTB, chef de groupe au Parlement bruxellois. Lui, il est député, mais pour un autre parti, le Parti socialiste. On accueille Françoise De Smet et Martin Casier. Bienvenue à vous. Plateau des experts, on a vu les images, elles ont tourné depuis des jours de cette évacuation. C'est la faute au fédéral ou bien le problème il est plus endémique, comme le disait Aurore Pénois, ça fait des années que ça dure. Martin Casier. Oui, ça fait des années que ça dure, mais ça fait des années que ça dure parce que l'organisation, alors on dira ce qu'on veut, tout ceci, et Bruxelles fait ce qu'il peut, mais la responsabilité de l'accueil de l'asile et des réfugiés, c'est une compétence fédérale, et ça fait des années, et le gouvernement MRNVA principalement, qui a désorganisé, parce que c'est pas seulement définancé, mais c'est en fait désorganisé toute la filière de l'accueil. Et donc aujourd'hui, et vous le savez, la région bruxelloise, avec les communes d'ailleurs, qui portent beaucoup, essaye en fait de suppléer à cette organisation. C'est encore ce qui s'est passé avec le bâtiment rue des Palais, avec une bourgmestre qui s'est aussi retrouvée dans une situation où elle devait assumer des situations qui sont en fait indécentes. Et je partage entièrement les mots que vous avez. Et évidemment, quand on essaye d'organiser ça, après on voit la réaction aussi en Flandre que ça crée, la manière dont la polémique se construit, ce qu'elle traduit politiquement, c'est-à-dire en fait une politique de droite extrême et d'extrême droite, et la manière dont on manipule
manipule et dont on marchandise ces pauvres personnes, c'est de l'ordre du scandale. Alors, à savoir à qui est la faute, franchement, moi, j'ai pas envie de passer mon temps à savoir qui est la faute. Ici, la région bruxelloise a le plus longtemps possible accueilli ces gens dans des conditions lamentables parce que le fédéral n'a pas permis de faire autre chose. On a essayé de dégager une solution. In fine, on doit même mettre des gens dans un hôtel parce que le fédéral ne met pas assez de place en place. Et ça devient un sujet polémique, comme si c'était la région bruxelloise qui imposait, qui imposait ces pauvres à la Flandre. Mais enfin, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on peut garder un peu de dignité dans ce débat ? Donc la question, je pense, il ne faut pas continuer à s'amuser à savoir à qui la faute. Chacun doit prendre sa responsabilité. Moi, j'attends que le fédéral fasse sa part. Françoise De Smet, c'est un problème vraiment dans le chef du gouvernement fédéral. Ils ont les moyens, ils peuvent le faire. Vous seriez prête, vous, à aller dire en Flandre, dans un parti qui est unitariste quelque part, mais écoutez, oui, il y a de la place pour les héberger dans un hôtel ou dans d'autres endroits, quelle que soit la région ? Écoutez, d'abord, on est face à une crise et une gestion catastrophique. On est en train de parler d'humain et en fait, on est en train de voir qu'on est en train de complètement déshumaniser cet accueil des personnes qui, je rappelle, quand même fuient leur pays pour des raisons tout à fait légitimes. Et donc, on est en train de voir aussi qu'on se renvoie la balle de tous les côtés. Donc oui, effectivement, le fédéral a sa responsabilité dans l'histoire. Mais après, on voit que Philippe Claus repousse ces gens hors de la commune de Bruxelles. À Molenbeek, ils se retrouvent sur un pont. Alors, la région bruxelloise a donné un peu d'aide, c'est vrai. Mais on est dans une crise qui est grave et on est en train de se renvoyer la balle de tous les côtés. Alors que quand il y a une crise, oui, à un moment donné, il faut mettre la main à la pâte et trouver une solution pour ces gens qui, je rappelle quand même, sont encore à 200 dehors à dormir sous des tentes et parfois sans rien du tout. Mais brièvement, alors que peut faire la région bruxelloise ? Ici, on est avec 2 députés régionaux. Que peut faire la région bruxelloise ? Est-ce que c'est son rôle de dire au fédéral c'est votre job ou bien on peut quand même faire quelque chose ? Françoise De Smet d'abord et puis retour chez Martin Casier. Je pense que oui, il faut insister pour que le fédéral fasse son job, ça c'est sûr. Mais que je rappelle peut faire quand la même que le PS est aussi au gouvernement fédéral. Mais après, la région peut agir. Elle a des bâtiments, trouvons des solutions pour pouvoir héberger ces personnes, même si c'est de manière temporaire. Mais ça ne va pas qu'on ait ces personnes qui se retrouvent dehors à augmenter le nombre en fait, de sans-abri dans notre région qui est déjà énorme. Martin Casier, on ne peut pas proposer quelque chose dans ses compétences logement, une autre occupation temporaire. Pour la première fois dans l'histoire, on a signé une convention entre l'État fédéral et la région bruxelloise, parce qu'en fait, l'état des lieux, c'est comme le fédéral ne fait pas assez. Bruxelles a dit, OK, on va suppléer, mais pour suppléer, on a besoin qu'en fait, le fédéral finance une partie de ces actions qu'on va mettre en place. Donc, on a signé une convention avec le fédéral pour en fait que nous organisions à la place du fédéral, mais avec de l'argent du fédéral, tout un ensemble d'accueil. Donc, on sort complètement du cadre des compétences strictes de la région bruxelloise, déjà au quotidien. Mais moi, je comprends les bourgmestres aussi qui disent « mais ça ne peut pas tout le temps retomber sur nous, sur nos CPS, sur notre action sociale ». Et bien sûr, Madame De Smet, et vous, on partage complètement ça. Aujourd'hui, on le voit à l'image, ces personnes, eux, n'y sont pour rien, mais on ne peut pas non plus se retrouver où c'est une situation où, pour les communes, ça devient insupportable et intenable. Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités à son niveau de pouvoir. Et il me semble que du côté de la région bruxelloise, on fait déjà bien plus que ce qui est attendu. Mais bien sûr, pas suffisamment. On se retrouve aujourd'hui avec en fait les citoyens qui, à nouveau, prennent en main les choses. Donc, ce sont eux qui viennent donner à manger à ces gens dans la rue. S'il n'y avait pas ces citoyens qui s'organisaient, on aurait plus de morts que ce qu'on a connu encore aujourd'hui. Et ça ne va pas. Là-dessus, on a vu qu'il y a une unanimité, en tout cas majorité-opposition à la gauche du Parlement bruxellois pour en appeler au fédéral. Il y a d'autres sujets qui divisent au sein notamment de la majorité. Écolo, par exemple, a claqué la porte, c'était jeudi en pleine réunion du gouvernement bruxellois, accusant le PS de passer en force pour construire sur la friche Josaphat, un vaste terrain non bâti sur lequel il y a un potentiel pour plus de 500 logements. L'affaire n'a d'ailleurs pas manqué de remonter jusqu'au Parlement régional. C'était vendredi. Écoutez, le ministre-président Rudy Vervoort, il était interpellé sur la question. Le coup de force, c'est peut-être effectivement, selon vous, le fait que les OIP, les CA prennent ces décisions-là. Eux pouvaient aussi considérer que, d'une certaine manière, ils étaient instrumentalisés par le fait de devoir, je dirais, ne pas prendre de décision dans le délai, puisque, comme vous le savez, le dialogue compétitif prenait fin le 9 mars prochain, ce qui signifiait effectivement qu'à défaut de décision par les OIP, le dialogue compétitif, de facto, de jure, prenait fin. Et donc, je pense qu'ils ont estimé, et je peux les comprendre, que ce n'est pas à eux qu'il appartient de décider ce qu'il convient de faire avec le dialogue compétitif. C'est en fait le gouvernement a décidé ce qu'il convient de faire avec le dialogue compétitif.
Aurore Pénois, c'est pas la première fois que socialistes et écologistes s'affrontent sur le simple fait de construire du logement. C'est symptomatique de quelque chose? J'ai un peu l'impression, mais ici, il y a vraiment cette dimension biodiversité qui joue. Et il y a ce côté où cette friche, en fait, parle aussi au cœur des Scarbécois, en l'occurrence. Le logement, effectivement, on vient encore d'en parler sur ce manque de logement. Il y a des bâtiments qui sont vides de tous les côtés. Le projet de la friche Josaphat, c'est pas spécialement des logements sociaux. Et donc, plus le débat avance, plus je me demande dans quelle mesure il ne serait pas plus intéressant de remettre les choses à plat, rediscuter et bien plus écouter Préparez vos réponses. Les politiques là-dessus, Yvan Vandenberg, on a de la place en ville, vous qui aimez l'urbanisme, pour des friches, ou bien à un moment donné, on doit se résoudre et se dire que la population augmente, il faudra construire. Oui, mais on devrait d'abord commencer par faire l'inventaire des bâtiments vides à Bruxelles. Ça fait une 20e commune, énormément de bâtiments vides. Donc, ça, c'est la première chose. Après ça, une série de logements, notamment sociaux, qui sont inoccupés parce qu'ils sont inoccupables, parce qu'ils n'ont pas été rénovés. Donc, il y a la rénovation à faire. Il y a aussi une série d'immeubles de bureaux qui pourraient être transformés en logements. Il y a aussi des logements sociaux et autres où on pourrait rajouter 1 ou 2 étages. Tout ça donc sans vous comprenez ceux qui veulent préserver la friche? Oui, oui. Je crois que quand on a fait tout ça, si vraiment il n'y a plus, il sera toujours temps de toucher à ces friches. Mais je trouve qu'il faut les sanctuariser, pour employer vos mots. Je crois... Par exemple, le champ d'écailles, que vous connaissez bien, c'est merveilleux d'avoir un espace comme ça, parce que c'est les moutons qui tontent la pelouse, ça ne coûte pas 1 franc à la commune, c'est les jardiniers qui s'occupent de tout. À Boisfort, il y a 18% de logements sociaux. C'est le taux le plus élevé de tout Bruxelles. Alors, c'est pas là qu'il faut rajouter. Sur la friche Josaphat, Martin Casier, vous êtes prêt, vous, à aller expliquer à Yvan Vandenberg que vous voulez bétonner, et tant pis, les moutons iront brouter ailleurs parce que les Bruxellois doivent bien se loger quelque part. Mais d'abord, on ne bétonne pas pour le plaisir de bétonner, et je pense que c'est ça qui, en fait, réduit ce débat à un mauvais débat. Parce que ce que dit M. Vandenberg, on le fait, en fait. Donc, est-ce qu'il y a un cadastre des bâtiments vides? Oui, pour la première fois à Bruxelles, on vient de réaliser un cadastre des bâtiments vides. On parle d'une dizaine de milliers de mètres carrés. Est-ce que ça va répondre à la crise du logement? Non, c'est scientifiquement prouvé. Vous parlez des bureaux. En fait, chaque année, il y a plus ou moins 1 million de mètres carrés de bureaux qui est transformé en logement. Donc, ça existe déjà. Donc, est-ce que c'est réalisé? Oui. Est-ce que le gouvernement l'encourage? Oui. Est-ce que ça règle la question de la crise du logement abordable? Non. Parce que ces bureaux sont souvent transformés en logements de standing. Est-ce que pour autant... du logement de standing. Et en termes de 60%, il n'y a pas énormément 60% des logements sont des logements sociaux, 40% des logements privés. C'est une opération effectivement mixte, mais majoritairement des logements sociaux. Si toute la région bruxelloise était à 60% de logements sociaux, on ne serait pas dans la situation qu'on a maintenant. Donc ici, c'est un terrain qui appartient à la région, sur lequel on a une capacité de développer un projet. On fait tout ce que vous dites. On a donné pour la première fois dans l'histoire de la région bruxelloise la capacité à la SLRB de faire de l'achat clé sur porte. On a donné 550 millions pour rénover les logements sociaux. Donc en fait, la politique que nous voulons mettre en place, c'est faire tout ce que vous évoquez. Simplement, nous ne mettons pas d'ordre de priorité parce que la crise du logement abordable, pas du logement, en fait, il y a assez de logements en région bruxelloise, c'est une crise du logement abordable, elle est tellement grave aujourd'hui, face à plus de 50 000 ménages qui sont en liste d'attente du logement, qu'on ne peut plus opposer et s'interdire de trouver des solutions qui respectent les enjeux environnementaux et sociaux. C'est ça le débat de la friche, c'est ça le débat du champ d'écailles. Pour rappel, sur le champ d'écailles, on préserve l'ensemble des activités maraîchères, l'ensemble des activités potagères et plus de 70% du site. Donc il faut savoir de quoi on parle. Et c'est la même chose sur la friche Josaphat. On est à moins de 23% de construction sur l'ensemble de la friche. C'est en fait ça, faire ville. Faire ville, c'est trouver l'équilibre entre les différentes fonctions de la ville. On va entendre Françoise de se mettre là-dessus dans un instant parce qu'elle s'intéresse aussi aux questions de logement. Mais Martin Casier, la friche Josaphat et le logement de ce côté-là de Bruxelles justifie une crise. Comment vous qualifiez ce claquement de porte de votre partenaire écologiste? Mais écoutez, moi ce que j'entends encore un peu ici, même si je ne veux pas faire de procès d'intention, c'est qu'on a quand même toujours ce débat seulement quand on parle de logement social qu'on veut construire dans certains quartiers qui souvent en ont peu. Donc la question est quand même de savoir est-ce qu'on veut ou pas se donner les moyens d'offrir du logement social aux Bruxellois qu'on attend. Et si on veut se donner ce moyen-là, on doit mobiliser tous les leviers, mais la construction neuve, c'est un de ces leviers. Et bien sûr, on n'est plus dans les années 70 à croire que seule la construction neuve va résoudre le problème et qu'il n'y a qu'à construire pour y arriver. C'est pas du tout le propos. On n'est pas là à bétoniser à outrance, mais ça fait partie des panoplies de solutions et elles doivent être justifiées. Pour le reste, je vous invite à interroger Écolo, savoir pourquoi est-ce qu'ils partent.
Moi, ce que je constate ici, c'est qu'on a été, après des années de débat, des accords d'écolo, puis des désaccords d'écolo. Mais est-ce que vous reconnaissez que vous avez voulu avancer un peu dans le dos de votre partenaire? Non, pas du tout, parce qu'en fait, elle est connue. Non, mais je crois que c'est important juste de le dire, et je vais être très court. Cette situation et ces deux processus, c'est-à-dire la PAD au niveau du gouvernement et le dialogue compétitif au niveau des OIP, est connu depuis plusieurs années. Donc il n'y a aucun passage en force par rapport à ça. Françoise De Smet, pour le PTB, depuis l'opposition, vous soutenez le PS dans son combat, visiblement, avec un partenaire pour construire du logement, ou bien vous comptez les points, et qu'est-ce que vous pensez de cette majorité qui apparaît clairement désunie sur cette question? Mais le premier point que je voudrais dire, c'est qu'on a la chance d'encore avoir un terrain public dans les mains. Et ça, c'est le plus important pour nous. Et on a tout intérêt à tout garder 100% public dans les mains pour pouvoir justement avoir un pouvoir de décision sur ce qu'on va faire dessus. Bon, c'est pas tout à fait ce qui est en train de se passer, puisqu'il y a quand même les promoteurs privés qui vont avoir toute une partie de logements de standing. Nous, on n'est pas pour ça. Mais on est effectivement dans une crise du logement qui est hyper grave à Bruxelles, et on sait que c'est par la question du logement abordable aussi qu'on peut résoudre beaucoup de questions sociales dans notre région. Et donc oui, on a encore besoin aussi des terrains disponibles pour résoudre cette question-là, mais on veut aussi évidemment que les gens puissent vivre dans un cadre agréable, et donc il faut aussi des espaces verts, des arbres, etc. On a vu aussi avec la crise climatique, la température est en train de monter, donc on a besoin d'arbres, etc. Donc, mais c'est en ayant un terrain 100% public qu'on peut garantir tout ça. Et donc, oui, moi, quand j'entends encore Madame Potier d'Écolo dire au Parlement, oui, et tout ça pour 158 logements sociaux, moi, j'ai les poils qui se hérissent, effectivement, parce que qu'est-ce que le parti écolo va aller dire à ces 52 000 familles qui attendent sur la liste d'attente pour avoir un logement? Qu'est-ce qu'écolo va aller dire à toute même cette classe moyenne qui a de plus en plus de mal à payer son loyer et qui a besoin de logement public aussi? Donc, on veut une mixité, logement social, logement public, pour répondre aux besoins de toutes ces personnes. Qu'est-ce qu'on dira à tous ces gens qui, une fois qu'ils auront leur logement, vont néanmoins tomber dans une ville qui est irrespirable? On l'a vu l'été dernier avec des températures qui ont approché les 40 degrés, avec des décès qui sont liés à ces canicules. À un moment, il y a aussi cette balance-là. Moi, j'ai du mal à croire que la problématique, c'est autant de logements sociaux ou si peu de logements sociaux. Pour moi, c'est de la bétonisation purement, proprement, alors, pas spécialement cette dynamique par exemple, de logement. Le quartier du Midi, pourquoi est-ce qu'on ne met pas du verre là-bas? C'est pas prévu dans les plans. Nous, on est en demande. Dans les quartiers populaires centraux, on est en demande d'avoir beaucoup plus d'espace vert. On entend souvent les spécialistes expliquer qu'une friche, c'est plus de verdure parce que c'est plus de terre en profondeur, alors que quand on plante des arbres, en dessous, il y a des impétrants, etc. Parce que la question que vous posez, elle est très très juste. Et je pense que dans l'argumentaire de construire la ville sur la ville, comme on l'entend beaucoup, et ce ne sont pas même mes mots, c'est les mots d'IEB à l'image de l'antenne de BX1 de cette semaine, on oublie une chose, c'est construire la ville sur la ville, c'est en fait d'encore augmenter la densité dans les quartiers les plus denses et de préserver les zones agréables de friches de température maîtrisée dans les quartiers en fait les plus huppés qui ne sont pas accessibles à tous. Et c'est le cas du Champ des Cailles, c'est le cas de la friche Josaphat. Il faut quand même bien mesurer qu'on ne réglera pas la crise environnementale en intensifiant la crise sociale. Donc ce qu'on doit faire, c'est équilibrer l'accès aux espaces verts et très singulièrement d'aller densifier la seconde couronne pour dédensifier la première couronne. Mais on arrivera à créer la ville agréable que vous évoquez pour toutes et tous, quel que soit son statut économique, qu'en allant dédensifier les quartiers les plus denses aujourd'hui. Et pour ça, il faut qu'on puisse construire de manière raisonnée en deuxième couronne. Il n'y a pas d'alternative à cela. Brièvement, Martin Casier, le PS est déterminé là-dessus ou il y a encore un espace de compromis sur le projet de la friche Josaphat? Écoutez, nous, on a aujourd'hui un processus, un PAD. On attend, et le ministre-président le dit très clairement, aujourd'hui, s'il y a une décision qui est prise par le gouvernement sur le PAD, évidemment, les OIP accepteront et mettront en œuvre cette décision. Ce que nous voulons, c'est une décision sur le PAD que nous appelons de nos voeux depuis des mois, qui est bloquée aujourd'hui par Écolo. Ça, c'est la réalité. Donc, si une décision est prise, qui remet en jeu d'ailleurs d'autres éléments d'équilibre actuels, elle sera respectée. Mais il faut une décision politique, et la balle, elle est dans le camp d'Écolo. Ce dossier de la friche Josaphat, il est sans doute lié à un autre, le Champ des Cailles à Watermal-Beaufort, vous connaissez bien, ou d'autres dossiers importants? Mais alors, sur le Champ des Cailles, la situation était un peu différente. Est-ce que le dossier de la friche Josaphat peut être lié, comme souvent en politique, à d'autres dossiers? Sur le Champ des Cailles, c'est fait. Le marché a été attribué. La friche Josaphat. Mais donc il n'est pas lié avec le Champ des Cailles, puisque le Champ des Cailles, on a déjà attribué le marché public des logements, 70 logements. Si on veut une ville mixte
Oui. Est-ce que c'est là où il y a déjà le taux de logements sociaux le plus élevé, 18%, et Vert est à 14%? Oui. Est-ce que c'est là qu'il faut en rajouter? Ou est-ce que c'est pas plutôt à Woluwe-Saint-Lambert, ou est-ce que c'est pas plutôt à Ixelles? Mais merci de pointer Vert, parce que le projet de la friche Josaphat, comme il est pensé aujourd'hui, avec le dialogue compétitif d'une part et la suite, va permettre à Vert de dépasser les 15% des logements sociaux qui sont l'objectif régional, et va permettre à Scarbet, qui est largement en arrière sur ses objectifs, d'enfin monter au-delà de 10%. Donc en fait, avec la friche Josaphat, nous répondons justement à une inéquité aussi de répartition des logements dans la région bruxelloise. Et quand on parlait de la ville sur la ville, Bruxelles, la superficie est exactement la même que Paris. Vous voyez le monde qu'il y a à Paris par rapport à Bruxelles. Donc Bruxelles, on a beaucoup de maisons de 1 ou 2 étages, on pourrait facilement en rajouter 2. Donc on a une ville... Bien sûr, mais ce sont souvent les mêmes personnes qui ne veulent pas qu'on construise sur les friches, qui aussi ne veulent pas qu'on monte en hauteur. Donc là, on a une tension à résoudre. Exactement. Bien sûr. Alors, on a vu ici beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Il y a un autre sujet qui crispe au sein de la majorité, notamment entre les socialistes et les écologistes. C'est le chantier du métro 3, et notamment dans le centre-ville, avec le creusement de ce tunnel. Les chiffres s'envolent, on parle de milliards d'années de blocage complètement. La STIB a eu une idée, mais qui ne ravit personne. Tout est résumé par Myriam Ladissi et Camille Dekecker dans ce reportage. Vu d'en haut, le palais du Midi semble indétrônable au milieu du chantier du métro qui l'entoure. Un tunnel doit être construit juste en dessous, et c'est justement là que réside tout le nœud du problème. Ce palais du Midi est un ouvrage particulier, bâti sur un terrain particulier qui est l'ancien lit de la Seine, qui est un terrain un peu meuble. Alors, on devait développer des techniques, comme on dit, de passage en dessous, passer en dessous. Mais le plan de base est vite abandonné, impossible pour l'entreprise en charge des travaux de garantir une stabilité suffisante. Une autre solution est alors proposée avec des piliers plus larges et plus profonds. Coût total des travaux, 170 millions d'euros et un délai de 8 ans. Pour la STIB, pas question d'accepter ces conditions. 2 possibilités. Soit vous faites ce qu'on vous demande de faire, soit on étudie une autre option, qui est l'option de démonter la toiture du Palais du Midi, de passer à travers le Palais du Midi pour y mettre des grues, et d'utiliser la même technique que celle qu'on a utilisée sur les 800 mètres qui vont du Palais du Midi vers la gare du Midi. Des négociations qui stagnent, et ce sont les commerçants qui en subissent les conséquences. Le quartier en compte près de 300. Le Palais du Midi, c'est à peu près 70 commerces, donc il y a 7 qui ont déménagé. Et les autres, ils ne peuvent plus travailler. Si les travaux durent 8 ans, c'est 8 ans de labeur. Il n'y aura plus un chat qui va circuler dans le quartier. En plus des commerces, le Palais du Midi accueille également une salle de sport. C'est donc toute une vie de quartier qui risque d'être perturbée. Les entreprises en charge des travaux ont jusqu'au 8 mars pour trouver une solution. Françoise de Smet, au PTB, on soutient le projet métro, ou bien on se dit que ça coûte trop cher et qu'on préfère plus de lignes, de trams, de bus, d'autres aménagements avec cet argent? On a besoin d'une ligne de métro supplémentaire à Bruxelles, et on a besoin de bus et de trams supplémentaires aussi, sinon on ne va jamais résoudre la question de la mobilité. Ça c'est le premier point. Maintenant, je pense que sur la question du métro 3, maintenant, le plus urgent, c'est de partir du point de vue des commerçants, effectivement, parce que ces travaux durent encore autant d'années comme c'est annoncé, c'est pas tenable pour eux. Et donc le monsieur l'a très bien expliqué. Ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir tellement de chaos qui va se poursuivre pendant des années que les gens vont finir par partir. Il y a des erreurs qui ont été commises dans ce dossier par les équipes précédentes. Quoi? Mais donc, la première chose, c'est d'abord la question de cette station en elle-même. Nous, avec le PTB, on a toujours dit qu'il ne faut pas cette station. Donc, je pense qu'on va être la seule ville au monde à avoir une station de métro juste pour 400 mètres parcourus. Ça n'a aucun sens. Et donc, cette station, elle a été faite pour qu'il y ait des travaux et le chaos au niveau des habitants dans le quartier et des commerçants. Et on voit que c'est ça qui se passe aujourd'hui, pour au final les forcer à partir à un moment donné. Donc on ne veut pas de cette gentrification de ce quartier, c'est la raison pour laquelle on s'était opposé à cette station. Bon, maintenant la question est-ce qu'il y a eu des erreurs, etc. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, et notamment la commission des monuments et sites, qui avaient prévenu qu'il allait y avoir des problèmes en dessous du Palais du Midi. On apprend aussi qu'il y a en fait un trajet alternatif qui ne passait pas du tout par Stalingrad, mais qui contournait par un autre moyen pour rejoindre Annesens. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé plus loin ces projets-là, sachant qu'on allait avoir des problèmes en dessous du Palais du Midi? Ça, c'est toutes des questions auxquelles, que ce soit la ville, la région ou le promoteur Basics, enfin le consortium, va devoir répondre. Parce que tout le monde savait qu'il allait avoir des problèmes en dessous de ce Palais du Midi. Ça avait été prévenu. Comment ça se fait que maintenant, ce consortium Basics met tout le monde sur le fait accompli avec les travaux qui s'arrêtent? Il y a vraiment des questions à se poser. On a un peu l'impression que tout le monde se rejette la balle en disant c'est le
c'est le promoteur, c'est le politique, ils ont décidé. À un moment donné, il faudrait y voir clair. Là, dans 8-10 ans de travaux, ça va rendre la vie des gens folle. C'est pas possible. Hein, je rejoins tout à fait les propos de Madame de Smet. Donc ça, c'est pas une solution. Donc soyons bien clairs là-dessus. C'est pas la solution que la STIB veut. C'est pas la solution que le gouvernement veut. Donc ce ne sera pas la solution. Maintenant, effectivement, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation-là, alors qu'en fait, techniquement, dans le cahier des charges de la STIB, il est prévu ces difficultés. Ça a fait partie des études et tout ça. Moi, je suis pas expert, je suis pas technicien, je suis pas ingénieur, je sais pas répondre à ça. Mais on a besoin maintenant de terminer ces travaux. On doit trouver une solution qui est la plus rapide et la moins chère possible au vu de la situation technique rencontrée. Et puis, il faudra effectivement, c'est d'ailleurs ce que la STIB est en train de faire, commencer à réfléchir aux responsabilités des uns et des autres. Yvan Vandenberg. Vous vous rappelez que la décision de faire ces travaux-là a été prise 2 jours avant la fin du gouvernement précédent. C'était décidé comme ça pour bloquer les choses. Le contrat était signé. Donc ça n'a pas été préparé convenablement. Que la Seine passait là, je crois que tout le monde le sait. Et que donc le terrain nécessairement est un terrain instable, on ne sait pas une découverte. Alors là aussi, le chantier est à l'arrêt depuis 8 mois ou 9 mois, mais c'est maintenant qu'on l'apprend. Donc on a arrêté tout, on n'a rien dit à personne. Donc il y a un manque de transparence qui est tout à fait... Et ça, là-dessus, on est quand même d'accord. C'est pas l'ingénieur, c'est pas le promoteur, c'est le politique qui fixe le moment où le gouvernement prend la décision et qui désigne. Est-ce que là-dessus, à un moment donné, je me tourne vers 2 parlementaires bruxellois, peu importe majorité ou opposition, on estime que les questions parlementaires sont suffisantes, ou est-ce qu'il faudrait, je sais pas moi, une forme de commission spéciale ou autre pour comprendre pourquoi un chantier coûte si cher, on parle de milliards, dure des années de plus. Françoise de Smet opine du bonnet, Martin Casier moins. Moi, j'ai été surpris d'apprendre aujourd'hui au Parlement que la ministre de la Mobilité est au courant de cette situation depuis avant l'été. Ça, on l'a appris aujourd'hui. C'était une nouvelle pour nous parlementaires. Françoise de Smet, ça vous surprend aussi Si vous faites une commission parlementaire, BXA la retransmettra. Je pense que pour des travaux d'ampleur comme ça, avec des budgets effectivement importants, oui, ça doit être bien ficelé dès le départ. Et là, je pense qu'il y a eu des soucis avec des projets qui n'ont pas été réfléchis jusqu'au bout, avec un manque d'anticipation. Vous l'avez bien dit, tout le monde sait qu'il y a des problèmes en dessous de ce palais du Midi. Comment ça se fait qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui ? Le métro à Bruxelles, le chantier du métro, c'est le pire dans le pays. Vous en suivez d'autres des régions, vous ? Oui, je ne sais pas. Je pense qu'en fait, des pires, je ne sais pas si à un moment il faut faire un classement ou relancer cette émission des travaux. Il y a toujours la gare à Mons, on peut être chemin. Il y a la gare à Mons, il y a le RER, on peut en citer quelques-uns. Je me dis juste, on arrive tout doucement aux élections, mais comme c'est à nouveau ridicule, comment est-ce qu'on peut encore en être là avec les coûts actuels, avec tout ce qu'on demande Et je me retourne vers Martin Casier, vous allez croire que j'en ai après vous, mais c'est de nouveau un dossier sur lequel 2 partenaires, les principaux partenaires côté francophone, ne sont pas d'accord. On a évoqué les friches, on évoque la mobilité et les budgets. Voilà, il y a quand même quelque chose. Donc, d'accord ou pas d'accord, aujourd'hui, il y a une décision du gouvernement qui a été prise. Est-ce que vous connaissez qu'il y a quand même une difficulté à travailler ensemble sur certains dossiers clés entre socialistes et écologistes ? Certains députés écologistes par rapport au métro, de la société civile aussi d'ailleurs, on peut respecter ça, mais il y a une décision du gouvernement et on est en train de la mettre en œuvre. C'est quoi la décision ? C'est d'abord aujourd'hui la tronçon nord-midi transformée en question du métro et puis l'extension du métro jusqu'à Bordeaux. Cette décision, elles sont prises, les permis sont en discussion et on va devoir lever chacune des difficultés au fur et à mesure et bien sûr garder le budget à l'œil et très sérieusement à l'œil puisqu'on ne peut pas non plus se retrouver avec une infrastructure qui grève les budgets de la région bruxelloise de manière déraisonnable. Mais c'est cet équilibre-là que nous devons faire tout en rejoignant la nécessité absolue, je crois, d'avoir accès à une mobilité et surtout pour les quartiers aussi denses que ceux qui traversera la ligne du métro 3. Donc il faut qu'on avance là-dessus, garder un œil sur le budget et ici trouver une solution technique. Un autre sujet qui fait la une à Bruxelles cette semaine, c'est Michel de Herde, toujours échevin, mais sans parti ni compétence à Scarbeck, qu'il est inculpé, on le rappelle, pour détention d'images pédopornographiques et pour 2 agressions sur mineurs, dont une de moins de 16 ans. La commune lui demande de ne plus venir en réunion, comme résumé par Jim Moscovitch et Nicolas Kennards. Ce siège, Michel de Herde ne peut plus l'occuper pour le moment, tout comme son bureau qui restera vide. Sa famille politique a pris cette décision et en a informé celui qui reste échevin, mais sans compétence. Je lui ai fait part de nos discussions, de nos décisions, de nos propositions et il les a acceptées. Concrètement, le collège a prolongé 2 mesures déjà adoptées à l'encontre de l'élu défi, à savoir le retrait de ses compétences et l'interdiction d'avoir des relations avec les services communaux. La nouveauté, c'est son remplacement dans des organismes scarbeckois et surtout son interdiction de participer au collège et au conseil communal. Alors on le précise, Françoise de Smet, Martin Casier, vous n'êtes pas élu à Scarbeck et vos partis respectifs sont dans l'opposition, mais est-ce que vous trouvez que la commune fait ce qu'il faut ou elle pouvait aller plus loin, Françoise de Smet, Martin Casier ? Elle a clairement traîné.
Je veux dire, il y a déjà eu une échevine qui avait porté plainte sur Monsieur De Herth pour agression sexuelle. Donc, à notre sens, on ne l'a pas assez écouté, clairement. Donc ça a traîné, ça a pris des mois, etc. On voit maintenant qu'il est inculpé pour, effectivement, viol sur mineur et détention d'images pédopornographiques. Je rappelle quand même que ce monsieur était échevin de l'enseignement des crèches et du parascolaire. Donc je veux dire, la situation est vraiment intenable. Mais lui hurle au complot, jure son innocence. Alors moi j'ai une question. Qu'est-ce qui reste de la présomption d'innocence quand on parle de crimes? L'expression a été utilisée aussi grave. Est-ce que, vu la gravité des crimes, la présomption d'innocence est moins importante, Martin Casier, Françoise de Smet ou un des journalistes là-dessus? Non, je crois que la présomption d'innocence est un élément essentiel de notre état de droit. Or là, elle n'est pas respectée, sa présomption d'innocence. Non, pas du tout. Si. Non, elle est complètement respectée. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut très bien savoir de quoi on parle. La présomption d'innocence est dans le cadre d'une procédure judiciaire. Absolument. On va instruire à charge et à décharge. Pour autant, ici, par contre, on peut tout à fait, et d'ailleurs c'est le cas dans plein d'autres métiers que dans la situation politique, considérer qu'une suspension de ses fonctions est justifiée pendant une procédure judiciaire. Oui, mais enfin, et donc on doute que ce ne sera pas terminé au moment des élections, il ne pourra pas être candidat parce que ce sera trop lourd. Mais je pense qu'il y a dans d'autres débats, au Parlement, à l'Europe et autres. Et je crois que c'est très important. Ça ne remet en rien en question la présomption d'innocence dans une procédure judiciaire. Ce sont deux choses différentes. Oui, mais il y a un principe de précaution qui doit être pris en compte, et surtout aujourd'hui, au vu des chefs d'inculpation de M. De Herth, au vu aussi de toutes les victimes passées, des potentielles victimes futures, il faut pouvoir protéger tout ça, c'est essentiel. Il faut quand même aussi se rappeler que bien souvent la parole des femmes n'est pas du tout prise au sérieux, et donc c'est aussi une des situations qui crée ce grand malaise. Mais pour autant, moi je crois qu'il serait légitime de créer des États où on peut mettre en suspension de ses fonctions le temps d'une enquête, c'est-à-dire sans présumer de la culpabilité, mais d'offrir un principe de précaution au cœur de la procédure. Aurore Pénois, vous qui êtes journaliste, on joue le jeu, la presse, lui il dit notamment par l'intermédiaire de son avocate que les journalistes ne respectent pas sa présomption d'innocence, que comme il est quelqu'un de connu, forcément il va avoir cette étiquette, même s'il est disculpé au terme de la procédure. C'est vrai qu'on se pose cette question-là quand on est en réunion de rédaction parfois. Je pense évidemment, on se pose cette question-là. Maintenant, c'est presque ironique parce qu'en fait, on relaie ces propos où il se positionne en victime de tout ça. Donc, pour moi, la présomption est respectée. Les paroles sont données à chaque partie. En tout cas, sur l'élection, on lui a régulièrement proposé, et il est d'ailleurs intervenu, on lui a proposé de se défendre et d'intervenir à chaque fois qu'on traitait la question. Mais les autres médias ont fait. On peut entendre aussi, imaginer que des gens qui regardent les reportages, même s'il est disculpé, diront « Ah ouais, mais lui, il a une casserole derrière lui, il a été pédophile, on le sait. » Il y a des cas comme ça, de gens qui ont été accusés à tort et qui ont traîné cette image-là derrière eux pendant des années. Le procès n'est toujours pas fait. La justice fera son travail. Mais en attendant, on est ici en face d'un personnage public qui, je le rappelle, en plus a des compétences qui sont liées d'une manière ou d'une autre avec les inculpations qu'il a. Voilà. À partir de ce moment-là, il fallait agir. Et nous, on demande même qu'il démissionne parce que là, il est suspendu. Mais je trouve que il aurait déjà dû lui-même proposer. Tout à fait, absolument. Et puis on enchaîne, on avance dans le timing. Je crois qu'il aurait dû faire un pas de côté dès le début pour pouvoir s'occuper de son procès. Pour le reste, je me rappelle quand même qu'effectivement, tant qu'on n'est pas condamné, on est innocent. Et c'est quand même important de souligner ça, même en dehors de lui, je dirais. Alors, on retourne au Parlement bruxellois où la commission spéciale Uber a débuté ses travaux depuis quelques semaines maintenant et mené une série d'auditions. L'une d'elles était très attendue. Elle s'est déroulée mercredi. Mark McGann, qualifié de lanceur d'alerte, est venu expliquer les méthodes de la multinationale pour s'implanter à Bruxelles. Écoutez. Voici l'homme caché derrière l'affaire, Mark McGann, irlandais, lobbyiste depuis près de 30 ans. Un carnet d'adresses long comme le bras avec même certains chefs d'État. Pendant plusieurs années, il travaille pour Uber. Il est représentant dans plus de 40 pays. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il déballe tout pour des raisons éthiques, explique-t-il, dans un français presque parfait. Uber avait raison, mais tous les autres avaient tort. La réponse à chaque problème était de ne demandez pas la permission, foncez. Tous les moyens sont bons. Les questions des députés sont nombreuses, l'homme prend le temps d'y répondre une à une. Il énonce des faits concrets ici à Bruxelles, la destruction de preuves par exemple. La police ici à Bruxelles a saisi, ils ont réussi à saisir les ordinateurs et qu'on les a fait nettoyer à distance. Grande question de la commission, quel décideur a-t-il rencontré en Belgique? Les a-t-il influencés? Les noms de Pascal Smet ou Boris Diliès étaient cités, mais il dément plus de contacts ou d'éventuels cadeaux. Mes interactions personnelles, McGann avec les élus de Bruxelles, c'était coïncidence. C'est parce que j'étais ici relativement souvent. Moi, j'avais le téléphone portable de Pascal Smet. Pourquoi? Parce que je l'ai connu avant de commencer chez Uber.
Mais là où la séduction fonctionne, c'est chez les chauffeurs. Tout est fait pour les garder. On leur promet la lune sans jamais la donner. Il évoque également l'organisation de contre-manifestations au taxi, d'infiltration de groupes WhatsApp ou de profilage de chauffeurs, des techniques de lobbying agressives mais pas vraiment illégales. Voilà, résumé de Thomas Dufrane et Frédéric Dehaenaut. Vous suivez cette commission, Françoise De Smet. Il y a déjà des conclusions évidentes sur les pratiques du beurre, sur la perméabilité, on va dire, du monde politique avec les multinationales ? Pour moi, il y a déjà des conclusions évidentes sur la commission en tant que telle, donc, qui, à mon avis, ne va pas aboutir à grand-chose. Ça, c'est le problème. Monsieur McGahn nous a, par exemple, expliqué qu'il va être reçu, il va aller à l'Assemblée nationale en France, où il est obligé d'aller. Il est obligé de donner des documents, sinon il est en cours de la prison, etc. Chez nous, ce n'est pas le cas. Et donc, clairement, on a déjà compris qu'il ne va pas pouvoir donner tous les documents qui sont nécessaires. Donc on part déjà sur une mauvaise base, je pense, pour pouvoir aller au fond du dossier. La deuxième chose, effectivement, c'est on est face là à vraiment des méthodes de multinationales hyper agressives. Et donc je pense que c'est important de s'en rendre compte, parce que M. McGahn a expliqué, par exemple, que Uber n'était pas là pour dynamiser le secteur, Uber n'est pas là pour créer de l'emploi, Uber est juste là pour créer de la précarité. Il l'a répété plusieurs fois. Et donc, comment est-ce que Uber comment Uber met ces méthodes en place ? D'abord, il récolte des fonds. Donc on a appris par exemple qu'il y a des milliards qui ont été donnés par Google et 3 milliards qui ont été donnés par l'Arabie Saoudite. Monsieur McGahn nous dit que c'était plus facile d'avoir cet argent que de commander un café. Je ne sais pas si on imagine un peu la situation. Avec tout cet argent, ils ont instrumentalisé leurs chauffeurs, les ont poussés à continuer à rouler alors qu'ils sont illégaux, ils ont payé les avocats, les amendes, les saisies de voitures, etc. Aucune autre plateforme n'est capable de faire ça. Et donc, ils écrasent toute la concurrence et c'est de cette manière-là qu'ils finissent par s'imposer en étant illégal au début, etc. Donc, il y a effectivement eu des surveillances des chauffeurs, que ce soit du secteur taxi, mais chez eux aussi. Donc, il nous a expliqué, par exemple, que les chauffeurs les plus militants chez Uber, qui essayaient d'améliorer les conditions de travail, étaient simplement rayés de la plateforme. Donc, ils les repéraient et puis ils les rayaient. C'est des méthodes qu'on peut qualifier de mafieuses, même si on peut encore jouer sur l'illégalité. Par exemple, ou pas, sur de la proximité avec le monde politique, il le dit, je connaissais Pascal Smet d'avant, il n'y a plus de scandale. Quoi. Et voilà, il se connaissait, il avait un numéro, on ne va pas interdire à un ministre de décrocher le téléphone quand un copain de jeunesse l'appelle. Quoi. Et donc là où on a peur que ça n'aboutisse pas non plus, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'a toujours pas de date ni de moment fixé où on va voir M. Smet et M. Vervoort arriver dans la commission. Ah bah tiens, Martin Casier est là. Vous y croyez, Pascal Smet et Rudy Vervoort vont venir ? Moi, je crois que je partage en fait ce que disait Madame De Smet avant moi. En fait, alors bien sûr, on s'interroge aussi, parce que sur les conclusions qu'on va pouvoir tirer au sein de cette commission, je crois qu'on voit bien dans les interventions des différents groupes politiques, ce ne sera pas si simple de trouver un accord sur des recommandations, par exemple. C'est ça, une commission spéciale, comme une commission d'enquête fait des recommandations, elle n'émet pas de sanctions. Et on voit bien dans les interventions des uns et des autres que ce ne sera pas si simple de trouver une majorité, malheureusement, pour faire voter tout un ensemble de recommandations. Mais par contre, ce qui nous paraît évident, et surtout à mon collègue Jamali Kasban, c'est lui qui suit ce dossier, et c'est lui qui a aussi beaucoup œuvré pour mettre en œuvre cette commission spéciale en place, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire que Uber organise le précariat de manière structurelle. Oui, mais ça, c'est un modèle économique. Alors voilà, vous êtes deux partis de gauche, on peut comprendre que ça ne vous plaise pas. Mais sur l'aspect illégal, c'est pas seulement sur le modèle économique. Clairement, il y a eu, et M. McGahn le confirme, la volonté explicite d'user de méthodes illégales à l'encontre du plan taxi en place pour faire exploser le modèle. Donc ce n'est pas juste une question, et encore, quand je dis juste, entendons-nous, c'est suffisamment grave, mais juste une question de précariat et de la manière dont sont traités les travailleurs et leur statut, mais c'est en plus une volonté très explicite de faire exploser des règles par le fait de s'imposer, et comme l'a dit Madame De Smet, avec des méthodes de cow-boy, à la fois en montant les uns contre les autres, en achetant certaines personnes, en évacuant les acteurs de leur plateforme qui étaient Vandenberg, sur votre blog Bruxelles Future, vous avez parfois évoqué cette question, et puis on est en train de louper le coche de la modernité parce qu'on n'a pas réussi à intégrer ça. Mais écoutez, sur la question des méthodes, il n'y a rien à dire, c'est inacceptable, point à la ligne. Je dirais, ce phénomène qu'on a connu, par exemple, avec les trottinettes, Airbnb et Uber, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Ça arrive tout à coup. Et alors, on a l'impression qu'on est toujours en train de courir pour créer un cadre. À mettre de l'ordre là-dedans. Vous voyez bien, avec les trottinettes, c'est toujours pas réglé. Et donc, parce que moi, je ne suis pas pour Uber, mais le monopole qu'ont les taxis actuellement, je ne suis pas pour non plus. Le service qu'on a à Bruxelles avec les taxis n'est pas bon. Et évidemment, ils sont à l'aise, ils n'ont pas de concurrents. Ils ont tous le même prix aussi. Aujourd'hui, oui. Pardon ? Aujourd'hui, ils ont quand même une belle concurrence. Oui, mais justement, c'est au moins ce qu'on peut
Là, dans quoi on peut féliciter Uber, d'une certaine manière, ça a permis de secouer aussi. Oui. Parce que Ça s'est amélioré depuis. Laurent Pénois disait quelque chose brièvement. Elle dit c'est souvent comme ça. Est-ce que c'est normal? C'est vrai qu'à un moment donné, voilà, le politique ne devrait pas plus anticiper. Uber n'a pas commencé ses activités à Bruxelles. Dans la première version du plan taxi de Pascal Smet figurait l'idée d'avoir une application publique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas creusé cet aspect-là? Évidemment qu'il faut moderniser le secteur. Évidemment que c'est facile pour les gens d'utiliser une application et tout, c'est génial. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de cette idée? On aurait pu moderniser de cette manière-là. Et du coup, on n'aurait pas eu une multinationale hyper agressive qui débarque chez nous. Et surtout, je pense que, parce que vous dites on aurait peut-être dû plutôt... Alors pour les trottinettes, c'est peut-être encore autre chose, mais ici, clairement, on a un acteur qui arrive, qui utilise des méthodes illégales. Je m'excuse, mais moi, comme politique, je ne négocie donc pas avec un flingue sur la tempe. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à accepter de faire modifier le cadre législatif avec un opérateur qui arrive et qui très explicitement... Mais c'est ce qui s'est passé, M. Casier, je m'excuse, mais d'avoir traîné avec le M. Vervoort sur son plan taxi, c'est une des stratégies de Beurre. Quand ça traîne, ils arrivent à s'imposer. Donc, je veux dire, vous avez aussi votre responsabilité. Sauf qu'à l'inverse... Oui, mais sauf qu'à l'inverse, il ne s'agissait pas d'aller négocier avec des gens qui explicitement aller dans l'illégalité. Donc il faut aussi comprendre, et vous avez raison Madame de Smet, on aurait voulu aller plus vite. Vous savez qu'on a toujours demandé un encadrement, mais ce qu'on voulait, c'est de ne pas accéder à des demandes d'un opérateur qui est dans l'illégalité de principe. Ça ne va pas non plus dans l'organisation de la démocratie. Bon, on va aller aux têtes d'affiche. On commence avec vous, Françoise de Smet. Je vous propose brièvement 4 images, 4 visages. Vous en choisissez un ou une et vous nous le commentez. On peut peut-être les lancer. Alors, on a des maisons de repos. 7 vont fermer chez Orpea à Bruxelles, mais sans perte d'emploi. Le Parlement flamand qui reconnaît Holodomor comme génocide du peuple ukrainien dans les années 30. 6 mois de good move à Bruxelles, qu'en pense le PTB. Et puis culture, un peu de culture, le retour du festival Anima. Quelle est l'information qui vous interpelle et qui vous fait réagir, Françoise de Smet? La question des fermetures des maisons de repos avec Orpea. Donc là, on est face à de nouveau une multinationale française, cette fois, qui a fait des profits pendant des années, qui a mis en place des structures aussi pour évacuer son argent dans la question de l'immobilier, etc., qui aujourd'hui crie à la faillite, va fermer cette maison de repos avec l'inquiétude qu'on comprend aussi des travailleurs et aussi des résidents. Ils disent pas de perte d'emploi. J'espère bien que c'est le minimum. Mais il faut qu'on ait des garanties par rapport à ça. Et donc, de ce point de vue-là, on attend toujours une réponse du ministre Alain Marron, qui est en charge des questions de maisons de repos à Bruxelles. Donc moi, je ne l'ai pas encore entendu affirmer, garantir qu'il n'y aura aucun emploi qui sera perdu dans cette histoire. On va surveiller ça du côté de la majorité. On pense qu'on peut faire quelque chose sur le plan politique. Ça reste un groupe privé, encore une fois. Ah non, mais donc ils ont des agréments. C'est toute la difficulté, mais c'est toute la notion d'agrément. Vous savez qu'il y a eu toute une réforme aussi sur la question de ces maisons de soins, de ces maisons d'accueil pour personnes âgées. Donc on a une capacité politique sur les normes d'agrément qu'on a fait évoluer, qu'on doit encore faire évoluer plus loin, mais effectivement, ici, c'est un groupe privé qui organise sa politique, malheureusement, comme il l'entend. Et si vous demandez au PS, effectivement, on estime que c'est un domaine qui devrait être largement plus public qu'il ne l'est aujourd'hui. J'avais Françoise de Smet, j'avais quand même pas glissé au hasard Holodomor, reconnaissance par le Parlement flamand. La Chambre l'a fait aussi, d'un génocide contre le peuple ukrainien dans les années 30. Ça peut paraître très loin, mais voilà... Le PTB est, avec le Vlaams Belang, le seul parti qui s'est abstenu. Vous aurez la même attitude si la région bruxelloise veut reconnaître que le régime de Staline a organisé un génocide. On ne comprend pas bien. Moi, j'ai toujours lu dans tous mes livres d'histoire que c'était un génocide. Ce qui s'est passé, en tout cas, au Parlement flamand, c'est qu'il y a des experts eux-mêmes qui sont venus témoigner que, oui, évidemment, il y a des faits graves. Ils n'ont pas convaincu, puisque tous les partis, sauf le vôtre et le Vlaams Belang, ils n'avaient pas considéré que c'était un génocide. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on s'est abstenu. Donc, on ne nie pas qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas eu d'effets graves, mais si même les experts viennent témoigner qu'il ne s'agit pas d'un génocide, je pense que c'est important de bien définir les termes. Voilà, c'est la raison pour laquelle compliqué. Comment? Oui, ça paraît si compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? De reconnaître. Mais on a reconnu les problèmes qui se sont passés, etc. Mais la définition d'un génocide est très particulière. C'est la volonté d'exterminer tout parti d'un peuple, et quand on coupe l'alimentation d'un peuple comme d'un pays aussi grand que l'Ukraine, c'est un génocide. On ne peut pas banaliser le terme génocide. Absolument. La question pourrait se poser au Parlement bruxellois, et elle s'est posée à la Chambre, elle s'est posée au Parlement flamand, au Parlement bruxellois, elle pourrait, Martin Casier? Elle n'est pas à l'ordre du jour actuellement, mais elle pourrait tout à fait se poser, bien sûr, oui. Et la position du PTB est connue là-dessus, ou bien vous jouerez le jeu?
C'est au cas par cas à chaque fois. Est-ce que c'est un génocide, pas un génocide? On se positionne là-dessus. On vient à vos têtes d'affiche, Martin Casier. J'en ai aussi choisi 4. On peut les regarder. De nouvelles règles de stérilisation pour les chats. Elles ont été annoncées fin de la semaine dernière, notamment pour les refuges. Le juge clé, ce que certains veulent dessaisir du dossier du Qatargate. On a besoin de 200 millions d'euros pour restaurer des palais du Heysel. Que s'est-il passé? Puis le gros succès pour une formation en jeux vidéo à l'UC Louvain. Je sais que vous êtes un ULBiste. Est-ce que vous êtes fait doubler là-dessus? Quelle image? Quelle est votre tête d'affiche, Martin Casier? J'ai souri sur les chats, pas pour la stérilisation, mais parce que c'est mon animal préféré. Mais comme ça, donc la région bruxelloise par Bernard Clairfailly impose de nouvelles règles, et même quand un propriétaire aura perdu son chat, il ira le chercher au refuge, le refuge devra le stériliser d'abord. De quel droit? Parce que sur les chats, aujourd'hui, on a une situation, on a une prolifération des chats. Donc, il y a beaucoup trop de chats dans la région bruxelloise. C'est en danger à la fois pour la biodiversité de notre région, mais aussi tout simplement, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est aussi tout un ensemble d'animaux qui se retrouvent à l'état semi-sauvage, en dehors de toute aide humaine. Donc, c'est un vrai problème de bien-être animal aussi. Et la stérilisation est une réponse à la question du bien-être animal, clairement. Bien sûr, dans une situation avec un ensemble de familles de chats qui serait maîtrisée, la question ne se poserait pas, mais c'est complètement dérégulé aujourd'hui. On n'est pas la seule région du monde à subir cette situation. Donc cette question, elle est vraie dans énormément d'autres régions du monde, et donc il y a une vraie avancée par rapport à ça, oui. Brièvement, le juge Claise, il faut le dessaisir. Nous, on aime bien. Dans la presse, il parle beaucoup. Écoutez, mais c'est vrai que c'est pas le job d'un juge. Je suis avocat ni de l'un ni de l'autre, donc moi, la justice est en train de faire son travail. J'ai pris acte que, comme je pense tout le monde, tout citoyen... Marc Tarabella demande qu'il soit dessaisi. Il y a une procédure qui est maintenant en cours. Moi, ce que je pense par contre, qui est remarquable, c'est qu'on ait des juges qui s'attaquent effectivement à ces questions de corruption, si elles sont vérifiées. Je ne parle pas ici du cas présent, mais dans l'ensemble, qu'on a besoin d'un corps judiciaire mieux staffé qu'il ne l'est, tout comme une police qui est mieux en capacité de gérer ça. Et donc, c'est un travail qui est absolument nécessaire, parce que la corruption, c'est la mise en danger de la démocratie, tout simplement. Et donc, en ce sens, en tout cas, je salue tous les magistrats qui travaillent sur ces matières. On va passer à Ça me ravit, ça m'énerve. Et là, on attend aussi la petite infographie. J'ai sélectionné 5 thèmes. Vous allez choisir, chacun en choisir un. On va commencer par vous, Françoise de Smet. Est-ce qu'on peut avoir le premier, ça me ravit ou ça vous énerve? Bruegel qui valide la hausse des prix de l'eau jusqu'en 2026. Bruxelles qui étend son droit de préemption sur le bâti. Donc on pourra jusqu'à 500 mètres carrés. La région aura un droit prioritaire. Un radar de son qui est installé à Bruxelles. Pas de quorum à Scarbeck et à XL, 2 conseils communaux reportés cette semaine. Est-ce qu'il y a un problème dans le fonctionnement de nos démocraties locales? Et puis l'enseignement supérieur avec un calendrier remanié. Est-ce que l'une de ces infos de cette semaine vous a particulièrement interpellé, Françoise de Smet? La première qui m'a très énervée, c'est la question que donc, Bruegel valide la hausse des prix de l'eau. Enfin, c'est surtout sur la hausse de prix de l'eau que ça nous a énervés. Donc, l'eau est un bien commun essentiel. Donc, on a déjà énormément de familles à Bruxelles qui ont du mal à payer leurs factures. Et donc là, on a déjà la hausse de l'énergie, on a les hausses des loyers, il n'y a toujours rien qui est fait pour stabiliser les loyers non plus. Et maintenant, se rajoute à ça une hausse de l'eau qui, je le rappelle, avant son gel en 2014, ça avait déjà fortement augmenté dans notre région. Et donc, on est dans une région avec beaucoup d'inégalités, beaucoup de ménages qui ont des problèmes. Et on voit que depuis, effectivement, que ce n'est plus le gouvernement qui décide la question du prix de l'eau, ça a été délégué à un organisme indépendant. On voit de nouveau ces indexations et ces coûts qui augmentent. Et donc ça ne va pas. Donc l'eau est un bien essentiel. Il y a dans des pays où c'est bien inscrit dans la Constitution, où c'est même gratuit, l'eau courante du robinet. Et donc on doit plutôt aller vers là, vraiment le considérer comme un service public en tant que tel, plutôt que de chaque fois remettre les hausses et remettre la facture sur l'usager. Ça, c'est pas du service public. Martin Casier, quelle info, à part celle-là, une autre, qui vous énerve ou qui vous ravit? Non, qui me ravit parce que ça nous permettra de faire le lien qu'on évoquait tout à l'heure sur la question du logement et de la préservation aussi de tout un ensemble d'espaces naturels. C'est la deuxième. Le fait que Bruxelles ait étendu son droit de préemption sur le bâti, en fait, c'est la démonstration qu'on essaye aujourd'hui d'activer tous les leviers possibles. Pour être précis, parce que c'est un peu technique, c'est quoi le droit de préemption? C'est-à-dire que s'il y a une vente qui est organisée par n'importe quel propriétaire, eh bien, la région bruxelloise aura un droit de priorité pour s'installer, pour récupérer ses biens et pour pouvoir justement les ramener dans le domaine public, réen faire soit du logement public, du logement social. Alors on parle de biens, pas n'importe qui vend sa maison, à partir de 500 mètres carrés. Oui, parce que sinon ça n'a pas de sens. Une maison toute seule, voilà. Mais c'est cette possibilité-là. Et donc, en fait, de mieux maîtriser l'évolution de notre territoire, de mieux pouvoir l'organiser, de mieux pouvoir prédire, de pouvoir décider là où on aura plus besoin de logements ou de parcs,
de se donner cette capacité-là. Moi, je me réjouis qu'on se soit donné ce nouveau levier juridique. C'est très, très important. Oui. Yvan Vandenberg. Je veux dire, vous voyez la situation à Vienne où la ville est propriétaire d'énormément de choses. Exactement. Et donc, vous voyez aussi la situation au niveau des loyers, C'est quelque chose etc., que vous pouvez soutenir au PTB, Françoise De Smet, ce droit de préemption. Là-dessus, vous l'avez voté ? On l'a voté et on espère surtout qu'il va s'appliquer. Parce que souvent, on a des jolies lois, mais après, dans la pratique, il faut encore que ça avance aussi. Donc, il y a des moyens qui doivent aussi être mis en place pour l'application de cette loi. Et je voudrais rebondir sur Vienne, parce qu'effectivement, c'est quand même une ville exemplaire au niveau de la question de la maîtrise du logement. Donc, ils ont 200 000 logements qui appartiennent concrètement à la ville même et 200 000 logements qui sont encore encadrés, conventionnés par la suite. On a 60% des locataires qui sont dans du logement public. Oui. Quand on compte tout ça, 400 000. Et mixte, absolument. Parce qu'il y a une maîtrise du foncier. Et donc vous avez tout à fait raison, c'est le cœur de l'organisation d'une ville pour un pouvoir public. Mais il y a aussi une volonté politique depuis longtemps. C'est possible, en tout cas. Absolument. Il nous reste 3 minutes et je vais vous proposer qu'on débatte d'un dernier sujet. Et c'était vendredi, l'ordonnance sur la 5G. Françoise De Smet, votre parti s'est abstenu sur le texte proposé. Martin Casier, j'imagine, dans la majorité, vous avez soutenu le texte du partenaire écologiste. Donc il y a quand même encore des sujets sur lesquels socialistes et écologistes s'entendent. Qu'est-ce que vous reprochez, vous, à l'arrivée de la 5G à Bruxelles, Françoise De Smet, pour les téléspectateurs qui nous regardent en quelques mots ? Mais c'est clairement la 5G quelque chose qui est surtout demandé par l'économique, le patronat, etc., de sa mise en place. On est d'ailleurs très étonnés que même Écolo a quand même relativement été assez vite pour le mettre en place. Donc il y avait une commission délibérative qui devait discuter de ça et le thème n'était pas de savoir est-ce qu'il faut ou pas la 5G, c'était plutôt comment est-ce qu'on va l'implémenter. Donc c'était déjà biaisé d'avance pour nous. Ça pose clairement des problèmes en termes de... Donc ça va consommer énormément d'énergie, il va falloir produire beaucoup d'énergie pour l'utiliser. On n'est pas convaincu que c'est forcément nécessaire de le développer autant non plus. On en a besoin pour certaines choses, mais pas pour la totalité forcément de la société. Donc ça pose des questions en termes de production d'énergie et pour le climat. Et puis la première chose surtout, c'est la question de la fracture numérique à Bruxelles. Quand est-ce qu'on va avoir du Wi-Fi accessible pour tout le monde ? Quand est-ce qu'on va accompagner toutes les personnes qui ont du mal pour avoir un smartphone, etc. Parce que maintenant, on est en train de parler de digitaliser plein de services. Comment est-ce qu'on va accompagner ? Mais en quoi la 5G va vous aider si vous avez déjà du mal à utiliser un smartphone, etc. Parce que c'est ça le problème que rencontre... vous aidera à utiliser mieux votre smartphone. Mais il y a plein de familles, ça on l'a vu pendant le Covid, des familles dans les quartiers populaires, avec des enfants qui n'ont pas pu avoir accès à l'école, etc., parce que c'était sur Teams et machin et compagnie. Et la question du Wi-Fi et du prix du Wi-Fi était fondamentale dans cette histoire. Donc c'est pour ça qu'on demande du Wi-Fi gratuit. Pourquoi c'est important que Bruxelles ait un 5G pour vous ? Mais en tout cas, d'abord, en fait, dire que je partage beaucoup des éléments qu'a évoqué Madame De Smet. C'est pour ça aussi que dans l'ordonnance, par exemple, ce n'est pas que la question de la 5G. Il y a tout un volet sur l'information de la consommation que ça représente derrière la 5G. On sait que c'est un vrai défi environnemental. Chaque fois qu'une nouvelle technologie de transmission de données... Vos collègues disaient on peut faire plein de choses formidables en matière de santé, mais ça va surtout nous permettre de télécharger en 3 secondes une vidéo qui en prendrait 10. Voilà, mais donc ça, c'est toute la situation. C'est qu'on a à la fois, ça va permettre vraiment des avancées en termes de santé, par exemple, aussi en termes de services publics pour un certain nombre de choses. La crise du Covid nous a aussi rappelé comme l'informatique aujourd'hui, elle a une place essentielle sur plein de choses. Et en même temps, on a clairement besoin d'une éducation à son utilisation. C'est-à-dire que développer toute cette nouvelle technologie qui consomme énormément pour regarder des choses anodine ou pas très utile, c'est évidemment mettre en place toute une infrastructure très consommante pour peu de résultats. Est-ce qu'on avance pas un peu parce qu'on sait que ça existe ? C'est l'impression que ça donne. Et c'est déjà le cas avec la 4G. Elle dit ça existe, on veut avancer. Mais donc l'ordonnance prévoit ça. En une minute, parce qu'après on va conclure. L'ordonnance prévoit aujourd'hui toutes des campagnes de sensibilisation à la question de bien utiliser ces données, des campagnes de sensibilisation aussi à la question du rachat d'un nouveau matériel, parce que en fait, toutes des nouvelles technologies vont créer des demandes de hardware qui sont extraordinairement consommantes en termes énergétiques. C'est aussi tout un volet sur la question des normes, la protection de la santé humaine, sans doute. Il fallait avancer là-dessus ou pas ? Mais on a besoin de ça pour notre tissu économique, mais même pour notre tissu de santé. C'est quand même réellement aussi une évolution nécessaire. Maintenant, elle doit être nettement mieux encadrée et c'est ce que l'ordonnance essaye de faire. C'est pour ça qu'on l'a fait avec les citoyens, pour essayer de faire des balises. Et la commission délibérative a pris 43 recommandations et les plus importantes d'entre elles ont été intégrées dans l'ordonnance qui a été votée vendredi. Bon, merci en tout cas à tous les 4, 2 parlementaires, 2 observateurs avertis de l'actualité bruxelloise. On se retrouvera, ce sera après les prochains congés qu'on vous souhaite excellents, mais vous en faites pas, on continuera à vous informer, notamment via notre journal. À très bientôt sur BX1.